Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Je vous propose la suite du livre La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autres leçons de vie, avec la seconde histoire, le bambou chinois, la préparation dans l'obscurité. On reste ici dans le thème du changement, de la transformation, mais autant dans la parabole de la grenouille, les changements étaient visibles, perceptibles, on pouvait les ressentir si on était attentif. Ici, pour le bambou chinois, on parle des changements invisibles qui se font dans l'ombre, mais qui existent bel et bien. Allons-y, c'est parti pour la lecture, je vous souhaite une belle découverte, et on se retrouve juste après. Le bambou chinois. La préparation dans l'obscurité. On raconte qu'il existe en Chine une variété de bambou tout à fait particulière. Si l'on sème une graine dans un terrain propice, il faut s'armer de patience. En effet, la première année, il ne se passe rien. Aucune tige ne daigne sortir du sol, pas la moindre pousse. La deuxième année non plus. La troisième, pas davantage. La quatrième alors, que nenni. Ce n'est que la cinquième année que le bambou pointe enfin le bout de sa tige hors de terre. Mais il va alors pousser de 12 mètres en une seule année. Quel rattrapage spectaculaire! La raison en est simple. Pendant 5 ans, alors que rien ne se produit en surface, le bambou développe secrètement de prodigieuses racines dans le sol, grâce auxquelles, le moment venu, il est en mesure de faire une entrée triomphante dans le monde visible, au grand jour. L'allégorie de la grenouille fait référence à un changement qui se produit de façon très lente, imperceptible. Celle du bambou chinois nous parle d'un changement soudain, rapide, spectaculaire. Toutes deux sont cependant étroitement liées. Le bambou chinois nous enseigne plusieurs choses des plus importantes. D'abord, il nous montre que ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il ne se passe rien. Ensuite, il indique que certains changements brusques, ou parfois instantanés, peuvent être le résultat d'une lente évolution qui, elle, ne nous est pas perceptible. C'est le cas par exemple avec le phénomène du précipité en chimie. On tient 2 éprouvettes contenant chacune un liquide différent, transparent. On verse le contenu de l'une dans l'autre, goutte après goutte, lentement. Aucune différence, jusqu'au moment où l'on ajoute une goutte de plus de la première éprouvette dans la seconde. Une seule goutte. Et hop, il se produit un précipité. La solution devient bleue et cristallise subitement. Celui qui n'aurait rien vu de toutes les gouttes précédentes et ne nous verrait verser que la dernière, pourrait en conclure hâtivement que c'est elle seule qui a déclenché cette réaction. On retrouve un phénomène similaire en électricité avec les condensateurs. Ces appareils, qui servent par exemple aux clignotants ou aux essuie-glaces de nos voitures, accumulent le courant électrique jusqu'à ce qu'une certaine charge soit atteinte, seuil auquel tout le courant se libère d'un seul coup, actionnant une lampe ou un moteur. Enfin, dernier exemple de physique, les atomes d'un électron qui gravitent autour du noyau sur différentes orbites, correspondant chacune à un certain niveau d'énergie. Aucun électron ne peut graviter entre ces orbites. Ce qui signifie que, pour changer d'orbite, un électron doit accumuler toute la quantité d'énergie qui sépare son orbite de la suivante. S'il possède 90% de l'énergie de l'orbite suivante, il reste sur son orbite présente. Nous ne voyons l'énergie qu'il a accumulée que lorsqu'il change d'un seul coup d'orbite, au moment où il a complètement atteint le seuil d'énergie nécessaire pour franchir ce pas. Cette quantité d'énergie s'appelle un quantum. On parle donc de saut quantique lorsqu'un électron change d'orbite. Par extension, ce terme sert désormais à qualifier tout changement radical qui ne se produit qu'à condition qu'un certain seuil d'énergie préalable ait été atteint. De même, le bambou chinois ne réalise sa croissance exceptionnelle de 12 mètres qu'après avoir développé un réseau de racines tel qu'il puisse lui fournir la sève nécessaire à cet exploit. Nous pouvons observer le phénomène du bambou chinois dans de nombreux domaines humains différents.
L'ignorer nous conduit souvent à mal interpréter certaines situations, soit en nous alarmant inutilement d'un apparent manque de changement positif, soit au contraire en fondant notre calme et notre assurance sur l'absence trompeuse de changements négatifs, lesquels ne tarderont pourtant pas à se révéler. En matière d'éducation, par exemple, certains enfants progressent de façon constante et régulière, tandis que d'autres semblent stagner, ne pas évoluer, accumuler du retard. Pourtant, parmi ces derniers se trouvent souvent des enfants bambous qui, parvenus à un certain stade de leur imperceptible maturation intérieure, vont soudain faire des pas de géant dans leur évolution, rattrapant et parfois dépassant ceux d'après lesquels on les jugeait en retard. À titre d'exemple, on raconte qu'Einstein n'a parlé qu'à 3 ans et qu'à 7, il était considéré comme attardé. Une meilleure connaissance de la psychologie de chacun, il existe assez de tests en tout genre pour cela, nous permettrait de distinguer ces enfants-là de ceux qui présentent un réel retard. Les parents et les éducateurs éviteraient ainsi de s'inquiéter inutilement et ces élèves au développement quantique cesseraient de faire l'objet de pressions qui n'accélèrent pas plus leur évolution naturelle que ne le font des menaces adressées à une graine qui tarde à pousser. Nous retrouvons aussi le bambou chinois dans le domaine du développement personnel, de la psychothérapie et même de la spiritualité. Contrairement aux connaissances intellectuelles que nous acquérons de façon assez linéaire, par accumulation et mémorisation de données diverses, les changements qui affectent notre psyché, le cœur, les sentiments, les émotions, les empreintes du passé et ceux qui touchent notre dimension subtile, l'âme et l'esprit, s'effectuent le plus souvent à la manière du bambou. Ainsi, par exemple, nous contenter de comprendre intellectuellement les problèmes psychologiques liés à notre enfance suffit rarement à produire en nous un changement, une libération. C'est quand la charge émotionnelle de notre passé, on retrouve la notion de charge évoquée plus haut, parvient à s'exprimer que subitement nous accédons à un nouveau niveau de conscience. Certains psychothérapeutes favorisent même ce processus en demandant à leurs patients d'adopter un régime riche en fruits et légumes crus, afin d'accroître le nombre d'électrolytes du corps, ce qui les aide à effectuer une telle libération émotionnelle. De même, la plupart des méthodes de méditation et des disciplines ou ascèses auxquelles se livrent leurs adeptes ne produisent pas de résultats immédiats. Quand elles ne commencent pas, pire, par donner l'impression d'aggraver l'état des pratiquants. Ce n'est qu'au bout de mois, ou plus souvent d'années de pratique, qu'une transformation se manifeste, parfois en très peu de temps. Les adeptes d'une discipline spirituelle qui ignorent cette lente transformation non visible, prélude à l'accession à un nouvel état de conscience ou à l'éveil de nouvelles facultés, peuvent se décourager et estimer que leurs efforts sont inutiles et improductifs, alors même qu'ils ne sont peut-être plus qu'à quelques pas de voir leur travail couronné de succès. Au-delà du seul principe du bambou chinois, ce que nous devons savoir, c'est que rien ne se perd, que tout effort produit tôt ou tard un résultat, même si, la plupart du temps, il n'est pas possible de savoir à l'avance à quel moment. Côté négatif maintenant, le principe du bambou chinois peut nous réserver de mauvaises surprises, d'une façon qui présente à la fois des ressemblances et des différences avec l'allégorie de la grenouille. De cette dernière, en effet, le changement est lent, mais il demeure perceptible pour celui qui a la conscience aiguisée ou une bonne mémoire, alors que, dans le cas du bambou chinois, le changement n'est pas perceptible, il est caché, souterrain. Il ne peut être perçu qu'en utilisant des moyens spécifiques, en creusant sous terre, en parvenant à percevoir ce qui se passe au niveau subtil, avant que cela ne se concrétise. En matière de santé, certains comportements, fumer par exemple, ou certaines carences, le fer, provoquent une lente dégradation qu'il nous est toutefois possible d'observer en étant vigilants. À ce titre, ils correspondent à l'histoire de la grenouille. D'autres changements, en revanche, à classer sous la catégorie bambou, sont imperceptibles par nos sens ordinaires. Ils ne se révèlent à nous brutalement que lorsqu'il est tard, voire trop tard. C'est le cas de la fragilisation osseuse
ou de la dégradation du système circulatoire issu d'une alimentation déséquilibrée, lent prélude à des fractures diverses ou à des accidents vasculaires qui révèlent tardivement et brutalement une détérioration passée inaperçue. De même, en agriculture, l'usage d'engrais et pesticides chimiques produit une imperceptible mais dangereuse déminéralisation des sols que rien ne permet de deviner à l'œil nu, et qui, passé un seuil fatidique, entraîne un processus de désertification irréversible, décrit notamment par Philippe Desbrosses dans Le Krach alimentaire. Des régions entières, comme la Beauce par exemple, pourraient un jour brusquement se transformer en désert, comme c'est déjà arrivé pour d'autres motifs dans ces régions si vertes et fertiles qu'étaient autrefois l'Irak et l'Iran. Autrement dit, les grands dangers ne sont souvent pas les plus visibles. Des nappes de pétrole dans la mer, cela se voit. Mais quand le fragile équilibre de la composition de l'eau de mer, indispensable à la survie des végétaux et poissons qui en dépendent, commence à se rompre, quand certains composants commencent à faire défaut ou, au contraire, à être surnuméraires, nous ne le voyons pas. C'est parfois la disparition soudaine d'une espèce végétale ou animale qui nous signale une dégradation passée inaperçue, du fait que certains nutriments fondamentaux, essentiels à leur survie, ne sont plus disponibles pour eux. L'allégorie du bambou nous enseigne donc aussi à ne pas nous fier à des apparences dangereusement trompeuses. Des gaz à effet de serre, dont certains mettent 30 ans à atteindre le niveau de l'atmosphère où ils vont produire leurs dégâts, à l'exposition quotidienne à des lignes à haute tension qui, au bout de plusieurs années, finissent par provoquer des cancers, il y a, dans tout ce qui relève de cette allégorie, un effet retard susceptible d'avoir des conséquences funestes. Nous retrouvons aussi dans la parabole du bambou chinois la notion de masse critique, dont on entend souvent parler aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de faire passer une nouvelle idée, on constate qu'il peut s'écouler une période relativement longue durant laquelle tous les efforts réalisés dans ce sens semblent n'avoir aucun effet ou bien peu. Puis, un cap est franchi un jour, nul ne sait quand, et soudain, l'idée en question se répand comme une traînée de poudre, tout le monde en parle. Bientôt, nous n'imaginons même plus qu'ait existé un temps où cette notion n'était pas connue. Prenons la pédophilie. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau en soi, ni de quelque chose qui aurait soudainement pris des proportions plus importantes. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que les efforts inlassables de certaines associations pour sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à cette problématique ont soudain atteint la masse critique, c'est-à-dire un nombre suffisant de gens informés pour que, tout d'un coup, comme la tige de bambou, cette question sorte au grand jour et que nous en prenions tous conscience. Dans un autre registre, Elisabeth Kübler-Ross, pionnière de l'accompagnement des personnes en fin de vie, racontait comment elle s'était lancée toute seule dans la sensibilisation des milieux médicaux à cette question. Elle se battait et œuvrait infatigablement pour que soit prise en compte cette nécessité d'accompagner les dernières étapes de la vie, ne rencontrant qu'opposition et dénigrement, jusqu'au moment où elle avait décidé de renoncer, à bout de force, désespérée. C'est alors, dit-elle, qu'est arrivé l'un des événements les plus incroyables de son existence. Le jour où elle s'apprêtait à annoncer sa démission à son supérieur, une des personnes qu'elle avait accompagnées jusqu'à leur décès lui apparut dans son bureau, pour lui dire de ne pas abandonner, car son travail allait bientôt aboutir. Sans cette intervention de l'au-delà, Elisabeth Kübler-Ross n'aurait pas su qu'elle n'était plus qu'à un doigt de voir aboutir ses efforts. Elle n'aurait pas vu que son labeur, loin d'être vain, avait tissé un puissant réseau de racines souterraines dont allait très prochainement jaillir une tige prometteuse, en pleine lumière. Effectivement, quelques mois à peine après cet incident troublant, son travail commença à susciter un intérêt qui n'a cessé de croître depuis, au point qu'aujourd'hui, l'accompagnement des mourants semble une évidence. Dans une époque qui a le culte de l'immédiateté à outrance, tout
tout de suite sans effort, disais-je plus haut, l'allégorie du bambou chinois nous enseigne la persévérance, le travail à long terme, le refus de la résignation. Il faut quelques semaines pour faire une salade, mais 100 ans pour faire un chêne, aimait à répéter O. M. Ivanov. Par comparaison avec le chêne, le bambou chinois présente la difficulté additionnelle de nous cacher son évolution souterraine en cours, ne nous permettant pas de mesurer les progrès accomplis. Il nous faut alors persévérer, en l'absence de preuves tangibles de l'utilité de ce que nous faisons. Autrement dit, le bambou chinois nous apprend à travailler avec le temps. Chronos, le vieillard Saturne, semer aujourd'hui pour récolter plus tard. Dans un jour, une semaine, un an ou davantage. Alors que les enfants vivent dans l'instant présent, attendre 5 minutes leur semble une éternité, ils veulent des résultats rapides, immédiats. Nous apprenons avec l'âge et la sagesse censée l'accompagner à œuvrer dans le long terme et faire du temps notre allié et non plus notre ennemi. Notons d'ailleurs qu'au-delà des opinions et des modes, au-delà des appréciations fluctuantes de chaque époque, le temps reste le juge le plus sûr et le plus impitoyable des œuvres humaines. Ne résiste à son usure que la qualité, le beau, le bon, le vrai, le juste. Le reste y succombe. À l'inverse, quand nous voulons aller trop vite, sans prendre le temps de développer des racines profondes, avant de vouloir nous élancer vers le ciel, nous courons le risque de produire quelque chose de faible et fragile, qui manquera d'une sève suffisante pour nourrir ses branches et produire des fruits. C'est vrai pour les végétaux, comme pour les hommes et les œuvres qu'ils produisent. À l'heure où, en France par exemple, on parle beaucoup d'insécurité, où l'on multiplie les moyens de répression, où l'on déplore les diverses formes de violence et de délinquance, il conviendrait de nous interroger, très en amont de tous ces problèmes, sur les conditions d'enracinement de notre progéniture dans le sol de l'existence, au cours des premiers mois de la vie. Avec 10 semaines seulement de congé maternité après la naissance, il est bien difficile pour un bébé dont la maman travaille de développer en si peu de temps un réseau de racines profondes et sécurisantes dans le sol maternel. Cela demande au minimum 1 an, idéalement 2 ou 3. Au lieu de cela, à peine la petite pousse d'homme a-t-elle commencé à construire un peu son lien avec sa mère que la voilà déracinée, condamnée à la culture hors sol, passant de nounou en garderie et baby-sitter multiples. C'est là, notamment, qu'il nous faut chercher les racines profondes de l'insécurité et des comportements asociaux qui en découlent plus tard, comme peuvent en témoigner les psychothérapeutes confrontés quotidiennement aux jeunes adultes qui ont été élevés dans ces conditions. Mais, comme pour le bambou chinois, le temps investi dans les soins et l'éducation des tout-petits ne porte pas de fruits immédiats. C'est 10, 15 ou 20 ans plus tard que nous voyons les différences entre ceux qui ont bénéficié d'un bon enracinement et les autres. En raison de ce décalage, certains doutent d'une corrélation entre la qualité des premières années de la vie et ce qu'il advient plus tard. Il existe cependant assez de données aujourd'hui pour nous convaincre de la pertinence de ce facteur d'enracinement dans le développement des bambous humains. Si en revanche, nous connaissons ce principe du bambou chinois et que nous travaillons délibérément avec lui, celui-ci présente également un grand intérêt. Avant de naître, un bébé passe 9 mois dans l'obscurité du ventre de sa mère. Avant de germer, toute graine passe un temps plus ou moins long sous terre, dans le noir. Et dans la Genèse, chaque journée débute par la nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, énième jour. Lit-on pour chacun des jours de la création. De manière analogue, la plupart de nos entreprises et de nos projets ont besoin d'une phase plus ou moins longue de maturation dans l'obscurité, avant que nous ne puissions les présenter au grand jour. Si nous le faisons trop tôt, ils meurent dans l'œuf. Autant la lumière nourrit et vivifie ce qui vit au grand jour,
autant elle peut détruire et tuer des formes de vie embryonnaires qui ont encore besoin de grandir et de se fortifier dans le secret de la Terre, d'une matrice ou de notre imagination. Comme un film argentique que l'on retire d'un appareil de photo et qu'il faut tremper dans plusieurs bains avant de l'exposer sans risque à la lumière, sous peine de tirer des clichés blancs comme des linceuls, nos projets doivent aussi être bien trempés, imprégnés et nourris de nos sentiments, fortifiés et densifiés avant d'être communiqués à des tiers et mis en lumière. Mal utilisée, la parole peut dilapider la sève d'une idée ou d'un projet et les priver de racines. Tirant sa force de ses puissantes racines, la pousse spectaculaire du bambou chinois le met rapidement à l'abri des prédateurs. En revanche, les végétaux qui pointent trop tôt leurs vaillantes mais frêles petites pousses peuvent vite devenir les amuse-gueules d'un herbivore ou la proie d'insectes et parasites. Nous découvrons donc, dans l'allégorie du bambou, la valeur de la préparation silencieuse et du secret. Pas le secret honteux que nous devons à tout prix cacher, ni celui malsain de quelque entreprise criminelle, mais le secret de la création, le secret de l'œuvre au noir des alchimistes, sans laquelle il ne saurait y avoir de l'or, le secret du vide primordial dont tout le créé est issu. Ce n'est pas un hasard si les organes reproducteurs de la femme sont cachés et ceux de l'homme bien visibles. Le secret est d'essence féminine, c'est la matrice des mondes, la terre nourricière, c'est l'obscurité féconde d'où jaillit la lumière, c'est le verbe qui précède la parole. Tout comme la femme sait garder son petit dans son ventre pendant de longs mois avant de le présenter à la face du monde, l'artiste, le créateur, doivent aussi savoir porter leur projet dans leur cœur et leur esprit, le nourrir longuement de leur amour, de leur inspiration et de leur espoir, avant de l'exposer au regard d'autrui. Les idées et les projets sont des graines que nourrit la sève de notre cœur, afin qu'ils prennent vie par nos mains et s'enracinent dans le réel. Déposées à même le sol, au lieu d'être sagement enfouies sous terre, les graines s'envolent, chassées par le vent, et nul ne sait dans quelle terre étrangère elles finiront peut-être par prendre vie. Riche allégorie que celle de ce bambou chinois. Savoir travailler lentement dans le secret pour que les choses grandissent ensuite, vite et fort au grand jour. Derrière le calme des apparences, apprendre à discerner quelque évolution souterraine et silencieuse, qu'elle soit positive ou négative. Faire du temps notre allié conscient plutôt que notre ennemi inconscient. Avec le bambou, nous mettons un pied dans l'invisible, le subtil. Nous nous évadons un peu de la prison du manifesté pour explorer la source du possible. Des effets apparents, nous remontons aux causes cachées. Comme le bambou, comme les végétaux, l'homme est un passeur. De l'observation des faits concrets, il tire des conclusions et des lois. Il extrait le subtil de l'épais, comme l'arbre élabore son fruit sucré à partir de la sève brute de ses racines. Et partant d'idées, d'inspiration, l'homme concrétise ses projets, donne vie à ses rêves et corps à ses réalisations. Comme le fruit se détache de l'arbre pour que ses graines donnent naissance à de nouveaux arbres. En nous appropriant le langage symbolique de la nature, nous constatons encore et encore que les mêmes principes sont à l'œuvre partout. J'espère que ce second chapitre vous a paru tout aussi enrichissant et porteur de réflexion que fut le premier. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouveaux rendez-vous lecture et peut-être bien pour la suite de ce livre-là, mais laissez-moi le temps, vous voyez, donc chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. À bientôt et attendez un instant, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous, toujours un grand merci d'avance, et toujours à bientôt.